Bonjour. L'émission Élections 2012, réalisée par le Centre de formation des journalistes, en partenariat avec l'AFP et YouTube, n'est pas une émission de télévision. C'est une émission tournée spécifiquement sur le web, pour le web. Aujourd'hui, ça a un avantage, c'est que nous allons recevoir pendant près d'une heure un candidat que vous voyez rarement à la télévision, Nicolas Dupont-Aignan. Il sera interrogé dans quelques instants par 3 élèves du CFJ, que vous voyez ici au maquillage, Alexandre Devecchio, Daphné Brettenbach et Romain Becker. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Centre de formation des journalistes. Je vous rappelle le principe de l'émission. Depuis une dizaine de jours, les internautes vous posent leurs questions sur notre plateforme YouTube Élections 2012 et c'est sur la base de ces questions que nous allons vous interroger. La particularité de l'émission, c'est notre équipe de vérificateurs. Ils sont 7 étudiants du CFJ au-dessus de nous et en cours d'émission, ils nous enverront, si nécessaire, des précisions ou des corrections sur les différents sujets que nous aborderons. Alors, on va d'abord présenter votre livre, le Printemps français, qui sort ces jours-ci. Comme tous les autres candidats, comme François Hollande, comme Marine Le Pen, vous allez bénéficier d'1 heure de temps de parole pour défendre vos idées. Tout au long de cette heure, nous allons aborder différents thèmes, le retour au franc, l'Europe, votre vision de la République. Mais pour commencer, vous ne pourrez pas échapper à une petite question sur le désormais célèbre sketch de Gérald Dahan qui a fait le buzz sur YouTube. Il s'est fait passer pour Éric Cantona et vous lui avez déclaré « Nicolas Sarkozy est une crapule achetée par les patrons du CAC 40 ». Je n'ai pas dit ça. J'ai dit est une catastrophe ambulante. Je n'ai pas dit crapule. C'est lui qui a parlé de crapule. Donc il ne faut pas transformer comme ça, parce que déjà c'était costaud. Alors si en plus vous le grossissez. Donc catastrophe ambulante Oui. liée au fric et au patron du CAC 40. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Ce que je ne cesse de dire depuis des années. En 2007, j'avais dit je ne veux pas d'un quinquennat, du fric, du showbiz et de la frime. Là, je ne pensais pas qu'on serait servi à ce point. Voilà. Pour autant, si vous donnez toute la conversation, parce que 50 minutes de conversation, dont on a extrait quelques points, il y a 2 mois, qui sort curieusement juste avant les signatures des parrainages, tout ça est bizarre, j'avais aussi dit que même si Hollande était un type bien, il ne ferait rien, et que ces 2 pansements, le pansement bleu et le pansement rose, menaient le pays à la faillite. Donc on peut reprendre l'ensemble de la conversation. Est-ce que vous avez l'impression que le web bouleverse la campagne électorale avec ce genre de buzz? Oui, vous savez, moi je crois en l'Internet. Je crois en l'Internet libre, je milite pour la fin d'Adopi, je veux libéraliser le téléchargement, le légaliser. Pour autant, vous n'interdirez jamais des comportements à la limite, parce que pirater une conversation téléphonique, se faire passer pour quelqu'un d'autre, même si j'étais bien bête de me livrer autant, c'est la vie, et puis voilà. Mais dans cette conversation au langage un peu musclé, il n'y avait rien d'incohérent par rapport aux positions que je défends depuis des années. Est-ce que ça vous handicape dans votre quête des 500 signatures? C'est fini la quête des 500 signatures, on est en train de l'achever, on verra le résultat dans quelques jours. Voilà, maintenant c'est fait. Écoutez, dans la vie, il ne faut jamais regretter le passé. Vous affirmez ce soir que vous aurez vos 500 signatures? Non, je ne peux pas, puisqu'on va chercher les parrainages officiels. Il y en a qui m'avaient parrainé, qui avaient fait la promesse, qui ont abandonné en cours de route. Pourquoi, à votre avis? J'en sais rien, il faut leur demander. Il y en a d'autres qui, au contraire, me parrainent. Nous sommes en train de faire le compte chaque soir. J'ai le relevé du Conseil constitutionnel. Quand j'aurai les 500, je vous le dirai. Et finalement, pour l'anecdote, est-ce que vous avez eu le vrai Cantona au téléphone après? Non. On va pouvoir passer donc aux questions des internautes avec le premier grand thème de notre émission, la société. Et une première question de Mathéo qui nous vient de Perpignan. Il vous rappelle qu'aujourd'hui, 5 pays de l'Union européenne ont légalisé le mariage homosexuel, mais la France ne semble pas vouloir rattraper son retard. Comptez-vous, si vous êtes élu, vous pencher sur le sujet? D'abord, on élit un président de la République. Et dans cette élection, dans cette campagne, on l'a oublié. En fait, on mélange tout. J'estime que le président de la République est là pour fixer un cap à la nation, pour dire la France qu'il veut, pour mettre en œuvre un projet cohérent sur les sujets clés, qu'il estime clés. Et puis après, il y a un Parlement, il
il y a une société. Et j'estime que ces questions de société, pour le coup, la position du président de la République ne me paraît pas essentielle. Vous avez peut-être un avis personnel? J'ai un avis, je vais vous le donner, mais je tenais déjà à dire ça. Deuxième point, je pense qu'on fait du mariage homosexuel ou de la question de l'euthanasie un sujet de diversion. PS et UMP sont d'accord sur l'essentiel, sont d'accord sur le cadre européiste, l'abandon du pays, en fait, les deux. Et donc, il faut, avant les élections, trouver des sujets où les gens vont se crêper le chignon, on va dire « Ah là là, c'est terrible, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Le mariage homosexuel n'est pas la question, l'alpha et l'oméga et la préoccupation centrale des Français. Mais la majorité des Français sont favorables au mariage homosexuel. La question centrale des Français, c'est comment je vais nourrir mes enfants à la fin de la semaine et à la fin du mois. Est-ce que j'aurai un boulot? Est-ce que mes enfants auront un destin pire que le mien ou meilleur? Comment je vais me soigner à l'hôpital? Etc., etc. Donc ces questions, c'est des questions de bobos parisiens, sympathiques. Ce sont des vraies questions, mais ce n'est pas essentiel. Enfin, quant à ma position, ma position est très simple. Je suis favorable à la reconnaissance d'une union, parce que quand on aime quelqu'un, quel que soit le sexe, on a envie de le solenniser parfois. Donc ça ne me choque pas. En revanche, je refuse totalement l'idée du mariage, entre guillemets, homosexuel, parce que dire mariage homosexuel, c'est aller vers l'adoption. Et je suis fondamentalement hostile à l'adoption, dans la mesure où je considère que quand c'est la vie de deux adultes, chacun vit comme il veut. Et nous devons être une société de tolérance. En revanche, on n'a pas le droit d'imposer à un enfant, qui ne peut pas dire son mot, l'homoparentalité. Je pense que ça, ce n'est pas bien. Et je ne souhaite pas que notre pays aille vers cela. Voilà. Donc je suis favorable à une union, un statut, qui permette aux homosexuels qui le souhaitent de solenniser leur amour et leur union, mais je suis hostile à l'idée de mariage. Une autre question qui va peut-être ne pas vous paraître centrale, mais qui a été également plébiscitée par les internautes, c'est votre positionnement sur la légalisation du cannabis. J'y suis totalement hostile. Voilà. C'est clair, net, précis. Vous savez, ce que je veux dire d'une manière générale, c'est derrière l'alibi de la liberté, de la fausse liberté, se cachent de gros intérêts. De gros intérêts financiers, la criminalité, le fric partout, qui avancent masqués et font croire que la liberté est une conquête, cette liberté-là est une conquête, c'est la conquête des mafias. Et donc je ne refuse, et d'ailleurs, si j'étais élu président, il y aurait un changement radical dans la lutte contre la toxicomanie, dans le démantèlement des trafics, dans la fermeture des comptes offshore, dans toute cette gangrène qui s'est abattue sur notre pays. Il n'y a qu'à voir la situation à Marseille. On passe à la question suivante. C'est une question de Marc de Meudon qui vous demande votre position sur la recherche sur les cellules souches. Position médiane, C'est-à-dire normande. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je pense qu'elle peut exister à la condition d'être extrêmement encadrée. Et qu'en est-il de l'euthanasie? Sur l'euthanasie, c'est clair, je suis contre la peine de mort. Pour vous? Et je trouve assez suspect d'ailleurs tous ces gens qui étaient contre la peine de mort et qui sont pour l'euthanasie. Pour vous, c'est pareil? Oui. Donc j'estime que la loi Leonetti est une bonne loi, qu'il y a des cas qui ne sont pas traités par la loi Leonetti mais qui sont des exceptions. Et je suis hostile à cette volonté de donner un pouvoir sans précédent à des médecins, qui est le pouvoir de vie ou de mort, qui sort du serment d'Hippocrate et qui sont surhumains. Et je refuse cette société en fait qui veut tout légiférer et qui veut être plus forte que la mort ou la vie. Je pense que c'est une très grave erreur. J'ajoute que ça poserait un problème de société majeur avec des dangers considérables de familiaux, de fin de vie. Je suis maire d'une ville, je connais ce qui se passe et nous serions avec une succession de procès absolument sans fin. Donc je pense qu'il ne faut pas aller dans cette voie, même si elle peut paraître humainement utile pour des cas désespérés qu'il faut savoir prendre en compte, mais la loi Leonetti permet de les prendre en compte. Je suppose que pour vous, parmi les vrais problèmes, il y a celui du logement. Et d'ailleurs, oui, beaucoup plus important que toutes ces questions. Et Solène vous pose la question, alors que les loyers s'envolent, qu'il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire, quelles sont vos propositions pour le logement? Alors on y viendra peut-être après, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend tous les problèmes par tranche de saucisson, ce que j'appelle, logement,
pouvoir d'achat, etc. On peut faire des réponses. Moi, je peux vous promettre des trucs très bien, comme tous. Ils vont tous la foire aux promesses. C'est génial. Ils ne pourront pas le faire, puisqu'ils acceptent une politique économique de régression, de récession et de régression sociale. Donc, logement, je vais vous en parler, mais ce que je vais vous dire sur le logement n'est possible que si on met en œuvre la politique économique que je préconise. Parce que sinon, le pays est condamné à une paupérisation toujours plus grande. Alors, sur le logement, si on réussit la politique économique que je propose, et dont on reviendra dessus, j'imagine, sur l'emploi, il est clair que, il y a une mesure d'urgence, c'est le blocage des loyers. Le blocage des loyers avec la détermination d'une fourchette. C'est très simple, je ne comprends pas pourquoi on n'y pense pas plus tôt. Une fourchette, la moyenne des loyers par ville, facile, ça se fait d'ailleurs dans certains pays, et après, une possibilité de louer 25% plus, 25% moins, 40% plus, 40% moins, c'est à déterminer. Mais vous êtes pour le plafonnement des loyers? Je suis pour une fourchette à ne pas dépasser. Ce qui revient à plafonner les loyers. Ce n'est pas exactement un plafonnement, parce que un plafonnement, c'est quoi? Ou un blocage des loyers? C'est de dire tous les loyers sont bloqués. Ça n'a jamais marché. En revanche, de dire au-delà d'une fourchette au-dessus du loyer moyen, on ne peut pas le louer au prix du mètre carré, ça casserait la spéculation, ça casserait la bulle spéculative sur certains quartiers, sur certains propriétaires indélicats, et ça permettrait de moraliser généralement l'ensemble des loyers. J'ajoute que si on veut résoudre le problème du logement, il faut résoudre le problème des impayés. Il y a des millions de logements vides en France. C'est absurde. Tout ça parce que la justice ne fonctionne pas dans notre pays. Et moi, je connais des propriétaires très modestes qui ont une petite retraite, qui ont un petit bien, qui ne le louent plus parce qu'ils ont eu des problèmes de paiement. Et donc, je propose un fonds national ou régional, après c'est à déterminer, qui permettrait d'assurer les propriétaires en cas de difficulté d'un locataire. Et vous remettriez sur le marché au moins 500 000 logements d'un coup. C'est absurde. On a des logements vides, les propriétaires ont peur de les louer, de peur de ne pas être payés, et de l'autre côté, on cherche toujours à bétonner, à construire, et on sait qu'on ne le peut pas. Donc, il faut remettre sur le marché les loyers, les logements vides. Et puis enfin, dernière mesure, c'est de vendre les HLM à ceux qui veulent les acheter. Parce que je crois que chaque Français... Là, vous limitez le parc locatif? Non, parce qu'on peut relancer aussi la construction avec les ventes. Mais... Comment? Vous croyez que c'est suffisant, le produit des ventes, pour relancer la construction? Non, mais c'est quand même mieux, parce que ça permettrait à des gens qui sont en HLM de devenir propriétaires. Et on n'a pas vocation à rester en HLM toute sa vie. C'est absurde. Et de l'autre côté, ça permettrait de reconstruire des logements avec le produit des ventes, qui serait bien sûr pas au prix coûtant, et ça permettrait d'amorcer la pompe. Donc c'est un moyen de mobilité sociale. Le problème de la société française aujourd'hui, c'est l'absence totale de mobilité sociale. C'est-à-dire, c'est le gel complet. Donc il faut remettre des systèmes de mobilité. Et en matière de logement, honnêtement, il y a des choses à faire. J'ai créé d'ailleurs dans ma ville une société d'HLM. J'ai créé 400 logements sociaux. Donc j'ai fait la preuve qu'on pouvait le faire. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, première intervention de nos vérificateurs qui nous signale qu'au sujet de la farce de Gérald Dahan, vous avez confirmé l'affirmation du faux cantonat accusant Nicolas Sarkozy d'être une crapule, puisque vous avez dit « Je n'ai absolument pas confiance en Sarkozy, c'est une catastrophe ambulante, c'est dramatique, dramatique, dramatique ». Ce à quoi Gérald Dahan a répondu « Moi, je pense que c'est une crapule » et vous avez répondu « Je le pense aussi ». C'est pas la même chose que de dire ce qu'a dit monsieur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de dire... non, c'est pas la même chose, la manière dont vous êtes journaliste, apprenti journaliste, c'est pas la même chose. Monsieur Je précise. Vous êtes un fervent républicain. La République, c'est aussi l'école qui est en crise. Et on a une question de Paul Dagnard qui vous demande quelles sont vos propositions pour l'école et comment rétablir l'autorité des professeurs à l'école. Alors c'est très simple et très lourd. Le problème de l'école, il y a un problème de moyens globaux. Alors, Hollande veut rajouter 60 000 profs, c'est totalement impossible d'un coup. Sarkozy veut augmenter les profs pour se faire pardonner d'avoir supprimé 60 000 postes. Moi, j'ai une solution médiane. Je pense qu'avec 30 000 créations de postes étalées sur 5 ans, on remet l'école à niveau. Pourquoi? Parce qu'il y avait du gras en 2007, mais que le gouvernement a été beaucoup trop loin dans les suppressions de postes. Donc, premier point, il faut, et je l'ai budgété dans mon projet, qui est sur Internet, NDA 2012, 1 milliard d'euros par an, il faut recruter 30 000 postes et les concentrer sur le primaire. Deuxième point, ce n'est pas simplement une question de moyens. C'est une question, de concentration sur les savoirs fondamentaux.
Voilà pourquoi je veux passer les horaires de français de 9 heures par semaine en primaire à 15 heures. Ce qui étaient les horaires en 1969. Au détriment de quelle autre matière alors? Oh, bah alors on fera le tri. Et puis on peut en ajouter. Parce qu'on ne manque pas. Je pense que quand on regarde les horaires, on s'aperçoit qu'on a écrémé, pour faire des économies d'ailleurs. Il faut d'ailleurs retravailler une matinée par semaine, puisque les 4 jours sont une catastrophe. Et je pense que le mercredi matin serait une très bonne chose. Donc, concentration de l'école primaire sur l'apprentissage des savoirs. Un enfant qui sort du CP sans lire correctement et qui sort de l'école primaire sans appréhender un texte, je vous rappelle qu'il y a 20% des enfants qui sortent de l'école sans pouvoir appréhender un texte écrit. C'est les condamner à un collège dramatique, à un échec professionnel. C'est de surcroît ne pas en faire des citoyens, simplement des consommateurs. D'ailleurs, parlons de citoyens, je vous interromps. Oui, mais je voudrais finir la question. Et je finis. Donc, concentration sur les savoirs fondamentaux, et éventuellement, quand on peut, dédoublement des classes de CP, qui a très bien marché, qui est la seule solution. Ensuite, rétablissement de l'autorité. Comment? En abolissant la circulaire Langue-Jospin, qui est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on a retiré au maître son autorité sur sa classe, c'est-à-dire le pouvoir d'exclusion d'un élève. À partir du moment où il faut convoquer une espèce d'aéropage, où il y a les parents, les syndicats, l'éducation nationale, tous ceux qui vont ouvrir le parapluie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prof n'est plus le référent, n'a plus autorité sur sa classe, le chef d'établissement non plus, et je le vis comme maire de ma ville, dans les collèges de ma ville, c'est véritablement une perversion de ce que doit être l'école publique, qui est un sanctuaire. Il y a un maire justement qui a mis une claque à un jeune homme. Oui. Est-ce que vous pensez que le retour a une bonne claque de temps en temps? Non, je ne suis pas pour ça. C'est pas ça. Vous savez, actuellement, ce sont les élèves qui donnent des claques à leurs camarades ou aux profs. Et à chaque fois que ça se passe, moi j'ai dans un collège de ma circonscription un élève de 6e qui avait été venu brûler les copies du prof sur le bureau, et on l'a excusé, on lui a dit que le pauvre, c'était pas de sa faute. À partir de ce moment-là, vous êtes dans la loi de la jungle à l'école. À partir du moment où il y a 10% des collégiens français, 10%, qui sont rackettés à la sortie du collège, 10%, et que le ministre de l'Éducation nationale, M. Châtel, un autre de gauche aurait fait pareil, dit il n'y a que 10% des élèves qui sont rackettés à la sortie des écoles, je dis qu'on ne peut pas construire une société républicaine de droits et de devoirs dans cette anarchie. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que les professeurs démissionnent. Ils n'en peuvent plus. Il faut remettre de la discipline à l'école, sans excès. Il faut apprendre les savoirs. Il faut des bourses. Il faut fonctionner au mérite. Parce que l'anarchie actuelle, elle profite aux plus favorisés. Elle profite aux plus favorisés. Je vais vous demander une réponse courte. Est-ce que vous seriez pour la mise en place d'un service civique obligatoire? Oui, bien sûr, je l'ai toujours proposé. D'ailleurs, tiens, on ne l'a pas remis dans les 37 propositions, mais il est dans nos 197 propositions de Debout la République. 3 mois pour filles et garçons, oui. Mais ce n'est pas obligatoirement une question de discipline, c'est une question d'appartenance à la nation. Ça fera beaucoup de bien aux gamins qui viennent des quartiers bourgeois, qui croient que la vie, c'est entre le 16e et le 7e arrondissement. Ça leur fera beaucoup, et qui se prétendent ensuite cadres dynamiques à diriger le monde. Eh bien, ça leur fera beaucoup de bien de partir 3 mois dans un hôpital, dans une ferme, voir ce qu'est la France, voir ce que sont les Français, voir ce que c'est la vie. Et c'est comme ça. Oh bon, ça se finance, vous savez, c'est pas compliqué. Surtout quand vous allez me poser une question, j'ai impatience sur mon programme économique. Ça va venir. Mais justement, une dernière question avant de passer au thème d'économie. Une question de Kamel de Saint-Denis qui dit « Bonjour, j'habite en Seine-Saint-Denis, un département confronté à de multiples problèmes, ghettoisation, insécurité, communautarisme, paupérisation. » Il fait référence au nom de votre parti. Et il dit, dans le 93, la République est à terre. Comment vous faites justement pour la remettre debout? Le 93, c'est la synthèse de la démission du politique et de l'État. Voilà, la loi de la jungle. La loi de la jungle qui est en fait le rêve absolu des bobos de la gauche post-68arde et des libéraux de la droite du fric. Ils sont heureux ensemble. Ils font semblant de s'opposer, ce sont les mêmes. Parce que, vous faites concrètement très concrètement, l'emploi, l'école, la sécurité. Et puis après, le reste. L'emploi, on va en parler. L'école, on en a parlé. Pour que le gamin
quelle que soit son origine, est une chance dans la vie. Ça veut dire qu'on ne fait pas semblant de l'aider en lui passant tout, mais on l'élève, bourse, apprentissage, etc. etc. L'emploi, j'en ai parlé, puis la sécurité. C'est appliquer les peines de prison, mettre les trafiquants en prison, expulser de France les étrangers qui se livrent à du trafic de drogue, alors que c'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé ce qu'il appelait la double peine. Ce n'est pas une double peine. Tous les pays du monde, face à un étranger qui commet un trafic de drogue, l'expulsent définitivement, sauf la France. C'est ahurissant ce qui se passe. Ce qui fait que ça déconsidère les Français d'origine étrangère, parce que, bien évidemment, l'opinion confond les uns et les autres. Il faut arrêter. La République, c'est la fermeté. Ça ne veut pas dire l'autoritarisme. C'est l'ordre juste. C'est le bon côté, j'aimais bien de Ségolène Royal. L'ordre juste. Oui, c'est l'ordre et la justice. Ordre et progrès. Une nouvelle intervention de nos vérificateurs qui vont dans votre sens, puisqu'ils nous disent, vous avez déclaré qu'il y a des millions de logements vides en France, eh bien, il y en a combien, d'après la Fondation Abbé Pierre, ils sont 2 millions. Eh bien voilà. Eh bien vous voyez, je propose, moi, d'en remettre sur le marché, je pense qu'on peut en remettre sur le marché 500 000. Uniquement par un déclic psychologique des propriétaires qui, simplement, veulent avoir une garantie de loyer. C'est tout. On vous sentait impatient. On va enfin parler d'économie. C'est le deuxième thème de notre émission, l'économie. Alors, la première question, c'est une question vidéo. Elle nous vient du bureau de Francfort de l'agence France Presse et elle porte sur le retour au franc, thème central de votre programme. Je vous propose de la visionner. Monsieur Dupont-Aignan, selon vous, sortir de l'euro présenterait un certain nombre d'avantages pour la France. Mais comment pourrait-on éviter un effondrement du pouvoir d'achat des Français suite à la dévaluation attendue de notre monnaie nationale, rendant plus chers les produits importés comme le pétrole, tirant l'inflation à la hausse et augmentant la charge de notre dette publique? Ça, c'est la tarte à la crème, hein. C'est bien, hein. Je suis ravi. D'abord, je vais prendre un exemple. Quand l'euro était à 0,80 $ en 2000, au début, la naissance de l'euro, la fin de Jospin, est-ce qu'il y avait baisse du pouvoir d'achat, explosion, je sais pas quoi, de la dette, etc. Ça a été la seule période où on a créé de l'emploi en France. Et d'ailleurs, Lionel Jospin s'est félicité toujours de son... C'était pas parce qu'il avait mené une politique, c'est parce que l'euro était au plus bas face au dollar. Ce qui prouve bien que ce qui est dit à longueur d'antenne est totalement faux. Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat des Français. Alors certes, c'est vrai, le pouvoir d'achat des plus riches, qui ont des comptes au Luxembourg ou en Suisse, ceux qui vont aux Seychelles à Noël, ou qui font des cures à Baden-Baden, et les banquiers, le prix de l'essence, je vais vous répondre. Et les banquiers, ils perdront beaucoup. Et c'est pourquoi d'ailleurs tous les économistes qui font des piges dans les grandes banques françaises, beaucoup sont contre la sortie de l'euro. Bon. Et heureusement, il y a quand même des prix Nobel et des économistes qui sont favorables à la sortie de l'euro. Donc ça, c'est le premier point. Alors ensuite, il y a des vraies questions qui se posent. Si on sort de l'euro, c'est pourquoi? C'est pour deux raisons. Un, c'est pour avoir une monnaie pas trop chère pour notre compétitivité. C'est curieux, la Chine n'a qu'un objectif, c'est avoir une sous-évaluation de sa monnaie. Alors certains diront 50%, d'autres plus, on peut dire 50%. C'est curieux, Cameron fonde sa politique de sortie de crise sur une dévaluation, sur une livre inférieure de 20% en 2 ans. C'est curieux, Obama fait tout pour que le dollar n'augmente pas. C'est curieux, c'est curieux. Et nous, dire, comme je le dis, l'intérêt de la sortie de l'euro, c'est d'avoir un marque qui remonte, un euro-marque qui remonterait, c'est de rééquilibrer nos balances commerciales, c'est de favoriser l'incitation à produire sur place. C'est ça l'objectif, c'est d'abord d'avoir une monnaie moins chère pour ne pas avoir une monnaie surévaluée par rapport à nos principaux compétiteurs. Et le deuxième, je finis parce que c'est très important, le deuxième intérêt de la sortie de l'euro, c'est qu'enfin on sort du piège des marchés financiers. La Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États à 0%, vous le savez. Ça veut dire quoi? Sortir de l'euro, c'est permettre ensuite d'abolir la loi de 73, c'est retrouver la capacité de la Banque de France de financer à 0% le budget de l'État. Et tout mon programme économique repose là-dessus. Vous retrouverez sur mon site internet. Si on monétise 100 milliards d'euros par an, 5% du PIB, ça veut dire que la Banque de France prête à 0% à l'État 100 milliards par an, ce que fait l'Angleterre en ce moment. Pendant 5 ans, ça fait 500 milliards pour la France. D'accord. Ça veut dire que nos charges d'intérêt
en 2017, nos charges d'intérêt descendent de 50 milliards aujourd'hui par an à 30 milliards. Attendez. De 50 milliards, je vais vous répondre. 50 milliards à 30. Ça veut dire que j'économise en dépenses publiques. Eux, ils veulent tous réduire les dépenses publiques. Moi, je réduis les dépenses publiques sur les intérêts d'emprunt qui vont au marché financier. Et avec ces 20 milliards d'euros, je peux payer le milliard pour les enseignants. Je peux payer le milliard pour la police et la gendarmerie. Je peux payer la recherche, la science, la baisse des charges sur les PME. C'est-à-dire que mon programme, il vise tout simplement, en sortant de l'euro, à redonner de l'air à notre budget et à redonner de l'air à nos entreprises. Mais dans un premier temps, si vous sortez de l'euro, ça augmente la dette. Non. Puisque la dette est libellée en euros. Puisque vous ne la remboursez plus en passant sur les marchés. Vous êtes prisonnier d'un schéma. Mais vous la remboursez bien en euros. Mais je la rembourse. D'abord, deux choses. Je la rembourse puisque je la rembourse par la Banque de France. Je n'ai pas de souci. Je substitue une dette à 0% d'intérêt par une dette qui est à 5 ou 3 ou 4%, 3%, 3,5% pour la France. Donc, je gagne énormément. Deuxième point, toutes les études faites aujourd'hui par les banques, il y a Nomura, s'ils veulent vérifier là-haut, Nomura, ING et d'autres études montrent. À la question je vais vous répondre de sur l'inflation. Je vais vous répondre. Toutes les études montrent que l'euro-marque augmenterait de l'ordre de 20-30%, l'euro-lire baisserait de 50%, l'euro-drachme 70%, et la France se situerait, en fait, l'euro-franc serait à peu près au niveau de l'ancien euro. En revanche, l'ensemble diminuerait, l'euro-franc, par rapport au dollar et à l'extérieur. Quant à l'inflation, c'est vrai, c'est l'objectif d'ailleurs, c'est que les produits importés coûtent un peu plus cher pour qu'on soit incité à produire français. Et que les produits français coûtent moins cher. C'est tout l'objectif. Pour l'essence, dans mon projet, parce que je veux répondre là-dessus, pour l'essence, qui est un produit importé, essentiel à la vie des Français, je propose une baisse de la TIPP que nous avons chiffrée, qui a un coût de 5 milliards d'euros, qui compenserait l'augmentation si on considérait que l'euro-franc diminuait de 20%. Sur le pétrole, on oublie de dire aux Français qu'il y a 60% du coût de l'essence qui sont des taxes. Donc l'augmentation de 20%, si le franc baisse de 20% par rapport à l'euro, 20%, cette augmentation ne pèse que sur les 40% de l'essence, celle que vous achetez, pas sur les taxes. D'accord ? Donc, ça fait déjà beaucoup moins. Et avec les 5 milliards, vous compensez. Mais moi, je vais vous dire, il vaut mieux avoir un boulot, il vaut mieux voir le taux de chômage dans nos quartiers diminuer, il faut mieux voir nos entreprises investir, il vaut mieux voir la France préparer l'avenir, plutôt que de subir le malthusianisme et la régression sociale que nous fait cette Europe-là. Alors, M. Dupont-Aignan, avant de revenir à l'économie, je vous interromps pour deux vérifications. La première porte sur le mariage gay. D'après un sondage TNS Sofres du 28 janvier, 58% des Français y sont favorables et 35% y sont opposés. Et la deuxième, alors vous avez déclaré que 10% des collégiens sont victimes de raquettes à la sortie de l'école. Nos vérificateurs nuancent. 7% des collégiens se disent victimes de harcèlement à l'école, selon l'enquête de victimation réalisée en 2011. Et le racket et l'extorsion concernent entre 5,5 et 6,1% des élèves. Ben écoutez, alors vos confrères, vos futurs confrères, ont titré dans beaucoup de journaux 10%. Donc je vous retrouverai l'article, qui me retrouve l'article qui est sorti il y a 2 mois, je vous le ramènerai. J'aimerais que les vérificateurs le recherchent. Nous enchaînons sur une question Mais c'est déjà énorme. 7, si c'est 7 et 6, c'est colossal. Je veux revenir sur cette histoire d'école, pardonnez-moi 10 secondes. Imaginez que nos enfants font l'apprentissage de la vie en société en ayant la peur au ventre. Mais c'est fou. L'école serait un sanctuaire. C'est fou ce qui se passe. D'ailleurs, si ça se passait dans les beaux quartiers, hein, dans les écoles où les enfants de ministres sont et les enfants de grands éditorialistes parisiens, je peux vous dire, ça serait réglé en 5 minutes. Hein. Voilà. On enchaîne donc avec une question de René, qui nous vient de Lille. Il vous dit aujourd'hui, tous les hommes politiques veulent fabriquer français, mais aucun ne semble avoir de vraies solutions pour réindustrialiser le pays. Et vous ? Il ne me connaît pas. C'est justement ma différence. La différence que j'ai avec les autres. Après, on aime ou on n'aime pas. La différence, c'est que moi, j'ai un projet cohérent. Qu'est-ce que je dis ? Ça ne sert à rien de dire qu'il faut acheter français quand on est comme Bayrou qui a signé tous les traités de libre-échange. Sarkozy, Hollande, Eva Joly, ils ont signé tous les traités de libre-échange. Sur les mesures pour réindustrialiser le pays. Mais les mesures pour réindustrialiser le pays, c'est très simple. Aujourd'hui, alors on va le faire positivement. 1, une monnaie moins chère. Airbus, Gallois me racontait, je délocalise parce que le coût en euros, je délocalise dans des pays hors euro. Point. Donc, la monnaie, 20%, vous gagnez 20%. C'est autre chose que les 3% sur la TVA sociale. 20%. Ensuite, le protectionnisme que je propose, des taxes aux frontières sur les produits ciblés
fabriqués à partir de l'esclavage humain, quand il y a dumping. Qu'est-ce que vous appelez l'esclavage humain? Eh ben, j'appelle la Chine pour beaucoup d'usines où on fabrique ça, hein, des trucs que j'ai. Ah bah vous en profitez. Eh ben oui. Eh bien, c'est pas bien. Je veux dire, mais il faut qu'on taxe. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, l'Argentine l'a fait. Donc ça veut dire que pour vous, les ouvriers chinois sont des esclaves? Oui, mais vous avez été les voir, moi j'y étais. Vous savez ce qu'ils ont fait là en Chine récemment? Alors vérifiez, hein, article récent, il y a des filets anti-suicides autour des fenêtres de certaines usines. Pourquoi? Moi j'y étais en Chine, j'ai vu ces usines monstrueuses. Vous avez le dortoir des femmes et des hommes. Vous avez 12 heures de travail par jour. Les ouvriers logent sur place. Le salaire, allez, 50 euros, 100 euros au maximum, c'est plutôt 50 ou 20 euros. Et le petit monde occidental est très fier de tout ça. C'est beau, c'est bien, on fait fabriquer tout là-bas, on réimporte. On a des esclaves au sud et des chômeurs au nord. Et ce faisant, on est en train de faire la mondialisation par le bas. On n'aide pas les Chinois, on ne les aide pas. La Chine a besoin d'une consommation intérieure, a besoin d'une élévation du niveau de vie. Et ce que je propose, mais c'est ce que proposent des gens beaucoup plus connus économiquement que moi, Maurice Allais, un des grands prix Nobel, des zones régionales. Le faire vous-même ou à l'échelle européenne? Si on attend les 28, on ne fera jamais rien. Donc, il faut commencer nous-mêmes. La France a la capacité, sur certains produits, de le faire. Je prends un exemple. Les pneumatiques ou les panneaux solaires, tiens. Les panneaux solaires. D'ailleurs, l'Allemagne commence à comprendre. L'industrie allemande des panneaux solaires commence à avoir de sérieuses difficultés. Nous, on a été éradiqués. L'Allemagne commence. Pourquoi? La Chine a décidé, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe en Chine. La Chine a décidé d'exterminer. Vous parlez de la Chine, mais est-ce que vous savez que la France fait 60% de son commerce extérieur avec des pays européens? Oui. Donc les normes, donc la Chine, finalement, c'est pas grand-chose dans le commerce extérieur français. Ça fait beaucoup de chômage quand même. Hein. C'est pas grand-chose. Prenons les. Attendez. Donc ça veut dire que vous allez mettre du protectionnisme sur des pays, des produits qui viennent d'autres pays européens? Attendez. J'ai proposé quelque chose de précis. J'ai dit protectionnisme quand on est en concurrence déloyale à partir de l'esclavage humain. Ça veut dire que je traite le problème de la réindustrialisation par un protectionnisme vis-à-vis des pays d'esclavage. Premier point. Taxes environnementales et taxes sociales. Tout à fait faisable. D'ailleurs, pardonnez-moi, l'Argentine, le Brésil, la Corée, la Malaisie, le Japon, tous le font. Donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Premier point. Mais ça, c'est ciblé. Ce n'est pas général. C'est ciblé. Par exemple, en ce moment, il y a du dumping sur les pneumatiques. L'industrie chinoise a décidé de conquérir le pneumatique. Les États-Unis ont mis 30% de droits de douane immédiatement, le Congrès. En Europe, pas question, l'idéologie ultralibérale. Bon. Ça, c'est le premier point. Pour ce qui est intra-européen, on ne va pas remettre des barrières douanières avec nos partenaires européens. C'est absurde. En revanche, là, je me sers de la monnaie. C'est-à-dire, je fais ce qu'a fait la Pologne, ce qu'a fait l'Angleterre, ce qu'a fait la Suède, ce qu'a fait le Danemark. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cons. Ils ont une monnaie qui n'est pas surévaluée. C'est tout. Et là, on va rééquilibrer. Et puis après, il y a des mesures internes pour réindustrialiser. Je propose la baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés, de moitié, pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Ça existe aux États-Unis. Une entreprise qui investit en France doit avoir un bonus. Une entreprise qui délocalise doit avoir un malus. C'est très simple. Si vous ajoutez l'euro, 20%, les barrières douanières quand il y a des cas de dumping, une politique favorable à l'investissement productif, le contrôle des banques, j'en ai pas parlé, contrôle des banques, séparation banque d'investissement, demande de détail, nationalisation d'une banque, pour mettre fin à cette petite camarilla de banques privées. Vous savez, très vite, les entreprises vont retrouver intérêt à fabriquer en France. Les entrepreneurs, ils partent pas simplement par plaisir, ils partent parce qu'ils font un calcul de coût tout bête. Le temps nous est compté, Monsieur Dupont-Aignan, et donc j'aimerais que vous visionniez cette petite vidéo dont nous reparlerons ensuite. Ça fera 100, monsieur. Ah non, monsieur Dupont-Aignan, pas 100 francs, 100 euros. Avec l'euro, tout est 6 fois plus cher. Le 31 mars, je vous dirai tout sur l'arnaque du siècle.
À ce propos, Moi, ça me fait rire. Voilà. une question de Yann qui vous observe de New Delhi. Ouais. Il vous dit, vous êtes parfois caricaturé dans les médias. Ouais. N'avez-vous pas l'impression que cela vous sert qu'il parle de vous régulièrement, même si ce n'est pas toujours à votre avantage? Je vais vous dire, le général de Gaulle, il a pris la radio, il n'a pas pris le journal. Bon. Je ne me prends pas pour le général de Gaulle, rassurez-vous. Je dis qu'on vit dans son époque. Moi, je suis face à une omerta, face à un système politique français, je ne veux pas avoir de grands mots, moi je l'ai dit dans la vidéo maintenant qui est publique, donc que j'appelle pourri. Je le dis comme je le pense. Pourri. Pourri jusqu'à la moelle. Pourri, pas des gens malhonnêtes, au fond, des gens prisonniers de leur copinage, qui ne sortent pas de Paris, qui vivent entre eux. Eh bien, je finis là-dessus. Oui, mais je finis. Attendez, avant ça, j'aurais une précision. Non, je finis ma phrase, parce que je suis têtu. J'utilise tous les moyens pour alerter l'opinion et leur dire il y a une autre voie. Vous n'êtes pas condamnés à subir ces gens qui vous mènent en bateau. Mais vous pensez que c'est efficace? Ça ressemble un peu à une autoparodie quand on... Je ne ferai pas ça tous les jours. Bon, bien évidemment. Avant de passer au thème politique, une précision des vérificateurs à propos des filets anti-suicide, qui existent bien en Chine, notamment l'usine Foxconn, qui est un sous-traitant d'Apple. 900 000 salariés. 1,2 million, qui emploie 1,2 million de personnes. Vous voyez, ils sont très bons. Mais je ne suis pas si mauvais quand même. J'aurais jamais dit si ça n'existait pas. Non mais vous vous rendez compte quand même, et tout ça au nom de la liberté, et tout ça au nom des bons sentiments, et tout ça c'est extraordinaire, mais c'est scandaleux ce qui se passe. Mais est-ce qu'on veut défendre notre modèle social? Est-ce qu'on veut défendre 2 siècles de conquête démocratique? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on veut le poulailler dans le renard dans le poulailler? C'est exactement ça. Après, on peut être en désaccord avec mes propositions, on peut les affiner, on peut les mixer. Ce que je veux dire aux Français, et ça sera toute la campagne, je veux leur dire, ne soyez pas résignés, ne croyez pas ce qu'on vous raconte à longueur de journée. Ils ont échoué, il faut vous débarrasser d'eux. Et puis, il faut reconstruire. Il ne s'agit pas de se débarrasser d'une classe politique finie pour faire table rase de tout. Il s'agit de reconstruire. Et en France, ça s'est fait comment? Ça s'est fait soit par des guerres, soit par des révolutions. C'est quand même dommage. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas révolutionner notre pays, le changer par la voie démocratique? Ça sera dur, mais on va essayer. Nous allons maintenant passer à notre 3e grand thème, la politique. Et je vous propose de regarder tout de suite une petite infographie. Donc, c'est vos intentions de vote dans les sondages. On voit que vous êtes entre 0 et 1,5%. Est-ce qu'il y a un complot des instituts de sondage contre vous? Il n'y a pas de complot, mais c'est normal. On ne me connaît pas encore. J'ai eu, pendant des mois, 0,2% du temps d'antenne. Là, on arrive péniblement à 1%. Laissez le temps. Il y a 55% des Français qui ne me connaissent pas, ou 60%, 50%. Laissez le temps. Vous avez dit que vous arriveriez sans doute au second tour, c'est toujours d'actualité? Oui, bien évidemment. Vous êtes convaincu que vous avez toutes vos chances? Mais non, mais je ne vais pas vous dire. Ce que je veux expliquer, c'est que ce système qui a échoué, quand même extraordinaire, vous avez une entreprise, prenons un exemple autre. Vous avez 2 chefs d'entreprise qui se sont succédés dans une entreprise. L'entreprise fait faillite, elle ne vend pas ses produits, l'ambiance est exécrable, ils sont arrogants, le personnel ne veut plus il y a des grèves et tout, et les 2 chefs d'entreprise diraient à leurs actionnaires, allez, vous allez nous choisir encore, choisissez entre l'un et l'autre. Il y a un cadre ou un employé ou un ouvrier qui veut reprendre l'entreprise, qui est petit, pas connu et tout, on l'interdit de parole. L'histoire de France prouve que ce sont ceux qu'on n'attendait pas qui sauvent toujours le pays. C'est comme ça. On a un fonctionnement oligarchique, ça s'est fait avant la Révolution, ça s'est fait sous la monarchie de Juillet, ça s'est fait après. Donc vous êtes l'homme providentiel en quelque sorte? Pas l'homme providentiel, mais je pense que je suis celui qui a le courage de dire certaines choses, de proposer une voie, et qui a l'énorme avantage de ne pas être un extrémiste. Parce que ce petit système, PS-UMP, est ravi. Ils ont leurs opposants attitrés. Leurs opposants attitrés qui ne peuvent pas arriver au pouvoir. On a eu Besancenot, formidable exemple. Alors on l'a ripolliné, Besancenot, hein. Il a servi pendant 5 ans. Et puis après on a eu Marine Le Pen.
Et vous avez aussi déclaré lors de vos vœux au début janvier que, selon vous, ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy ne seraient au second tour de la présidentielle le 6 mai. Vous êtes toujours sur cette ligne? Ça sera plus dur parce qu'il y a une telle bipolarisation volontaire. Parce qu'en fait, ceux qui tiennent les manettes, les intérêts financiers, cette petite classe, bien évidemment, c'est pratique, Sarkozy et Hollande. Ils ne changeront rien. Mais qui tient les ficelles alors? Mais des intérêts économiques, vous ne les voyez pas? Mais lesquels? Ben, lesquels? Ceux qui vivent du système. Mais c'est qui? Ben, les banques, la grande distribution, les multinationales, les marchés financiers, Bruxelles. Mais écoutez, c'est extraordinaire. Au nom de la belle idée européenne, vous avez 20 personnes qui tiennent l'Europe. 20 personnes. Il y a ce que vous appelez le système, mais Lisez-les, sincèrement, tout est écrit. Au-delà de ce que vous appelez le système, Soyez pas naïf. vous ne doutez jamais de votre capacité d'entraînement, votre capacité à rassembler? Je doute pas. Et je vais vous dire pourquoi je doute pas. Parce que dans la vie, vous faites ce que vous devez faire, c'est un devoir. Et puis ça marche ou ça marche pas. Quand je me suis présenté dans ma ville, personne ne pouvait imaginer que je serais élu. Quand j'étais candidat aux législatives, on m'a dit tu seras jamais élu. Ouais, il n'y avait pas de candidat UMP face à vous en même temps. Vous plaisantez en 2007 en 2007. Avant, j'étais élu en 97. Oui, 97. On me donnait 40%. J'ai été le seul élu, à contrario de la dissolution. Je parlais de 2007. 2007, oui. Et alors, vous savez, s'ils avaient pu mettre quelqu'un, ils l'auraient mis. S'ils n'ont pas mis, c'est qu'ils avaient des sondages. Je faisais 45%, ils faisaient 12%. Ah ben je croyais qu'il fallait pas les croire, les sondages. Bah, les sondages, il y a des sondages quand même que vous pouvez croire. Pas tous, mais quand même. J'ai une nouvelle intervention des vérificateurs qui nous signale qu'en novembre 2011, le salaire brut mensuel moyen en Chine était de 1868 yuan, soit 206 €, 273 $. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2011. Peut-être. Mais enfin, en attendant, vous devez avoir des salaires moins chers en Chine. Hein. Nous enchaînons sur une question de Martine de Besançon. Elle vous remercie d'inclure la reconnaissance du vote blanc dans votre programme et elle vous demande si vous êtes en faveur de la proportionnelle. Alors, vote blanc et vote obligatoire. Je sais que ce n'est pas populaire, mais ou alors on ne profite pas de la sécurité sociale. Ah oui, trop facile. Et pourquoi je veux le vote obligatoire aussi et le vote blanc? Parce que le jour où les millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes et les millions d'abstentionnistes prendront le chemin des urnes, ils auront du souci à se faire. Voilà, ça accélérera le grand ménage. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt leur donner envie d'aller voter, bien sûr, plutôt que de les forcer? Vous croyez qu'on leur donne envie avec des sondages comme ça et avec le matraquage autour des deux mêmes qui n'ont rien à proposer et qui s'insultent de noms d'oiseaux? Bon, donc, il faut mettre de l'air. Et je préfère que ce soit de l'air par la démocratie, par les urnes, que par la rue. Parce que moi, je veux pas de violence. Alors, votre autre question, c'était... Oui, il faut, je pense, réintroduire de la proportionnelle. Bon, c'est très simple, il suffit de mettre une dose de proportionnelle, 20% des députés élus à la proportionnelle. Mais je vais vous dire, on peut tout faire à l'Assemblée nationale si on ne reprend pas le pouvoir sur Bruxelles. L'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement des directives européennes signées par des ministres, sans contrôle parlementaire. Donc il faut réintroduire la séparation des pouvoirs avec de la démocratie. Moi, je souhaite la démocratie parce que moi, j'ai confiance dans le peuple français, comme dans tous les peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, sauf le peuple français. Alors on va vous demander des réponses plus courtes. Voilà, je vais essayer. Voilà. Une question de Marc de Bordeaux. Pourquoi avoir soutenu Nicolas Sarkozy en 2007 et est-ce que vous le referiez aujourd'hui? Ça, toute erreur est pardonnable. Il ne faut jamais recommencer deux fois les mêmes erreurs. C'était une erreur. C'était une erreur. Je ne sais pas, je serai franc avec vous. Il y avait Ségolène Royal en face. Hein, bon, alors entre nous... Et aujourd'hui, vous... Mais aujourd'hui, je ne me positionne pas puisque je veux... Justement, je suis candidat pour que les Français aient un autre choix. Le peuple français n'en peut plus de ceux-là. Les deux. Le peuple français doute de tout. Le peuple français attend des solutions et est prêt à se bouger. Et courageux, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Notre pays a des atouts extraordinaires. Et au premier rang desquels sa population. Donc, moi, je ne crois pas du tout que la France est finie. Je suis très optimiste. Et dans mon bouquin, vous le lirez, si vous en avez envie, je vous le recommande, eh bien, vous verrez qu'il y a un véritable espoir. Moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est le pétinisme ambiant. Ce que j'appelle le pétinisme ambiant. La question suivante. Oui, non, mais le pétinisme ambiant, vous savez ce que c'est? C'est, on a culpabilisé les Français, c'est de votre faute, vous êtes des paresseux, vous savez rien faire et vous devez subir. Eh bien, non. La France, elle n'est pas paresseuse, elle a plein d'atouts et on peut s'en sortir, mais il faut se diriger. Alors, la question suivante est une question de Frédéric, qui vient de Lyon, et qui vous demande si vous pourriez diriger le pays avec des personnes extérieures à Debout la République, comme Marine Le Pen, qui selon lui se rapproche beaucoup de vos idées, ou même des gens de gauche comme M. Mélenchon.
Tout dépend de la clarté du projet. Si c'est sur mon projet, je prends qui veut à la condition qu'on ne déraille pas sur l'esprit républicain. Y compris Marine Le Pen. Et sur l'esprit républicain, après c'est le choix de chacun, c'est-à-dire que je considère que la France et les Français sont un ensemble et qu'on ne redressera la France que si on rassemble les Français sans distinction de race, de religion, de sexe, de couleur, etc. Et pour moi, c'est pas négociable. Sinon, c'est pas négociable. Donc, qu'est-ce qui se passera dans l'avenir ? Est-ce qu'il y a un homme politique en particulier avec lequel vous auriez envie de travailler ? Oh, ben, il y en a beaucoup. Il y en a, bien sûr. Je ne veux pas en citer parce que je ne veux pas faire de jaloux. Est-ce que pour vous, le Front National est toujours un parti extrême? Parce que vous avez été ambigu quand même sur Marine Le Pen. Le Front National est un parti qui n'a pas clarifié sa position sur cet esprit de rassemblement. Voilà. Donc vous pensez que Marine est mieux que Jean-Marie ? Bah moi, j'écoute, je regarde. Quand Jean-Marie Le Pen dit que la période de l'occupation était particulièrement pas si désagréable en France, je bondis, moi qui suis gaulliste, qui ai eu des parents... voilà, on ne va pas parler de mes parents, de mes grands-parents, mais je bondis, je ne peux pas supporter. Bon, j'ai jamais vu Marine Le Pen avoir ce sentiment. Pour autant, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté chez Marine Le Pen. J'ai un désaccord sur cette manière toujours de diviser les Français, de suspecter le Français d'origine récente. Eh bien, il est français comme les autres. Je n'aime pas cette division des Français. On redressera la France si tout le monde est sur le pont. Donc je n'aime pas ça. Je suis un gaulliste, tout le monde le sait, un républicain. Eh bien, si Marine Le Pen un jour fait sa mue complète, eh bien on verra. Pour l'instant, elle ne l'a pas fait et elle est la leader du Front National. Voilà, point. Qu'en est-il de Jean-Luc Mélenchon ? Quant à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, Jean-Luc Mélenchon est très internationaliste et assez sectaire, c'est dommage, et je pense que ça lui nuit. Pour autant, sur certains points économiques, il est près du but, mais il ne veut pas franchir le pas de la sortie de l'euro parce que ce n'est pas politiquement correct, sans doute. C'est dommage. Et il viendra sans doute un jour. C'est presque la fin de notre émission. On va aborder le dernier thème, qui est la politique étrangère. La première question, M. Dupont-Aignan, nous vient du bureau de Genève de l'agence France Presse et elle porte sur la francophonie. Je vous propose de l'écouter. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Vous êtes un fervent partisan de la francophonie. Vous pensez que la politique dans le domaine doit être revue de fond en comble. Si vous étiez président, quelle est la première mesure que vous prendriez dans le domaine? Et plus généralement, qu'est-ce que la francophonie peut apporter de plus aux Français, à la France, dans leur vie de tous les jours, en ces temps de crise? Deux choses. D'abord, la francophonie, c'est un partage d'une langue et donc d'une civilisation. Et quand je vois les gouvernements français parler en anglais, détester leur propre langue, alors même que je connais des Africains qui font l'effort d'apprendre le français, que je connais des pays où il y a un succès incroyable, des alliances françaises, des lycées français, je me dis on marche sur la tête. Voilà. Donc j'estime que c'est un devoir vis-à-vis de ceux qui partagent notre langue, eh bien, qu'on l'aime autant que ceux qui l'aiment. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un formidable lien international, formidable présence. Et troisième point, c'est une formidable... En anglais. Tous les ministres à Bruxelles qui se font une joie de renier leur nationalité, le traité de Londres qui est absolument lamentable, etc. Vous savez, ce que les Français ne comprennent pas, c'est qu'on est un beau peuple et on est efficace quand on est soi-même. Quand je dis les Français, ce n'est pas les Français, c'est la petite élite qui nous gouverne. C'est comme une personnalité. Si vous êtes vous-même, bien dans votre peau, vous êtes bien avec les autres. La France ne sera bien avec les autres et aura une belle politique étrangère quand elle aura compris qui elle est. Eh bien, la France est une partie de francophonie, c'est un intérêt aussi économique, des échanges qui peuvent être très forts, une influence. Mais quel repli? Mais la francophonie, c'est l'Afrique. On a complètement abandonné l'Afrique. Totalement abandonné l'Afrique. On doit renouveler notre politique en Afrique. Regardez ce qu'a fait l'Espagne avec l'Amérique latine. Regardez ce que fait la Chine. Le monde. Ce qui est incroyable, c'est que c'est moi qu'on traite de souverainiste. Moi, je suis au contraire le plus ouvert sur le monde. Et je veux que la France parle au monde. Mais ça veut dire une politique étrangère indépendante. Ça veut dire de ne pas être le valet de l'Amérique. Chloé de Bordeaux vous dit que Nicolas Sarkozy a reçu le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le 8 février dernier, alors même que ce dernier est poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis.
Que pensez-vous de la France-Afrique? Il faudra petit à petit dépasser, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui dépassera ce que j'appelle la décolonisation. C'est-à-dire que les Africains, beaucoup de gouvernements africains et beaucoup d'Africains commencent à comprendre que les Chinois sont là pour prendre leurs richesses et les exploiter aussi. Et les Français pas. Et les Français, pourquoi avoir un complexe? Il y a eu ça, mais si l'Europe et la France et le bassin méditerranéen ne réussissent pas la politique africaine, on ne réussira pas notre avenir. Les États-Unis... La France-Afrique, c'est quand même un héritage gaulliste. Oui, mais alors, moi je ne suis pas redevable de tout ce qui s'est passé, de mal ou de bien, par les gaullistes. Je dis simplement, je regarde la géopolitique. Les États-Unis ont stabilisé l'Amérique latine. L'Asie, la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est. Et l'Europe, repliée sur elle-même, politique malthusienne, toujours garder nos petites affaires, ne voit pas que l'Afrique est un continent en plein développement, que nous avons intérêt à stabiliser l'agriculture africaine, la population africaine, que nous avons intérêt à développer le bassin méditerranéen. Mais ça veut dire qu'il faut une France qui ne soit pas prisonnière de petits bureaucrates de Bruxelles qui ne voient rien. Ça veut dire qu'une France qui a une politique étrangère indépendante et qui est libre de ses mouvements. Vous seriez intervenu en Côte d'Ivoire, vous, Je ne suis pas sûr. en 2011? Très franchement, non. Je ne crois pas. Parce que je crois, je me méfie beaucoup de ces interventions pour le coup post-colonial. Vous parlez d'une Europe gouvernée par les technocrates de Bruxelles. On a justement une question de Mathias de Paris qui vous dit vous prenez un retour à l'État-nation, mais dans un monde globalisé. Est-ce que la solution, ce n'est pas finalement plutôt un État européen fédéral pour retrouver la puissance? L'État européen fédéral, c'est le monde des années 50, du XXe siècle. C'est fini. Le XXIe siècle, c'est un monde de réseau, de rapidité, d'agilité et d'identité, contrairement à ce qu'ils disent. Je veux dire par là que vous avez des petits États, Singapour, très peu d'habitants, le Danemark, petit État, l'Islande, la Norvège. C'est pas dans l'Union européenne. Et oui, bah c'est leur chance. Oui, ils ne sont pas prisonniers de gens non élus qui les gouvernent. Ils défendent leurs intérêts et ils sont ouverts au monde. Donc arrêtons avec ce système datant très vieux jeu des années 50 qui croit que parce que vous additionnez des carottes et des navets, vous allez faire un bon potage. C'est faux. En revanche, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je rêve d'une Europe qui soit une Europe à la carte, qui liste par exemple les 15 défis scientifiques du XXIe siècle. Concrètement, comment vous faites Mais comme on a fait Airbus et Ariane, on n'est pas passé par la Commission. On a pris 4 pays et on a concurrencé Boeing. Pourquoi on ne ferait pas la même chose sur la voiture propre, le panneau solaire? Vous pensez que la France seule puisse... La France seule, mais 5e puissance mondiale et on n'est pas capable? Vous croyez que la France n'avait pas d'énergie nucléaire? Elle l'a faite? Elle ne l'a pas fait obligatoirement. Là, elle l'a fait seule. Airbus, on ne l'a pas fait seule. Je ne dis pas que la France peut tout faire toute seule. Mais au nom de quoi vous penseriez que la 5e ou 6e puissance, disons l'une des 10 premières puissances mondiales, doit aller se coucher? C'est un réflexe de soumission, de pétainisme. Ce sont des élites achetées qui voient leur petit avantage et qui oublient leur peuple. Le peuple français est capable de grandes choses, il ne peut pas tout faire tout seul. Et l'Europe, mettons l'Europe sur les choses importantes, ce qu'on ne peut pas faire seul. Et là, on pourra lutter face à la Chine. C'est ça l'enjeu. Mais on vous a, au biberon, depuis 20 ans, intoxiqué par la propagande qui... De toute façon, ce monde est en train de s'effondrer. Simplement, tirez-vous de ça, vite fait, et reconstruisons quelque chose d'efficace. Parce que, justement, la mondialisation fait qu'il faut être agile, vif, et que la France a des cartes à jouer, pas toute seule, bien évidemment, on ne peut pas tout faire. Mais je suis très confiant là-dessus. Simplement, il faut se dégager de tous ces oripeaux qui nous empêchent d'agir. Indépendante, que pensez-vous justement du virage atlantiste de Nicolas Sarkozy? Oh, tout le monde sait ce que j'en pense. Ça n'a rien gagné. C'est un non-sens. Il est parti sur l'Afghanistan pour donner des gages. Et puis, c'est Jacques Chirac qui est parti en Afghanistan. Non, Jacques Chirac a eu raison en Afghanistan de mettre les forces françaises spéciales pour démanteler des terroristes. Et une fois que ça a été fait, de manière d'ailleurs très discrète, il s'est retiré progressivement. Et il restait à peu près 1000 soldats, alors ils vérifieront au-dessus, 800 ou 1000 soldats. Et Nicolas Sarkozy, pour donner des gages aux États-Unis, au moment du retour dans l'OTAN, a dit « je mets 3500 soldats ». On a vu le résultat. J'étais l'un des seuls à le dire. Et au même moment, il a dégarni d'ailleurs le Sahara, où il y a des vrais phénomènes terroristes. Vous êtes pour c'est un non-sens. La ressortie de l'OTAN? Bien évidemment. Il faut sortir de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Il faut bâtir des coopérations de défense avec nos amis européens, notamment sur le plan du matériel militaire.
Dominique de Villepin, qui est quand même pas un atlantiste forcené, lui juge que ce serait une provocation de ressortir comme ça unilatéralement maintenant de l'OTAN. Pourquoi c'est une provocation? On va passer, Monsieur Dupont-Aignan, à une question de Benoît de Paris. C'est une question d'actualité. Il vous demande si la France doit intervenir en Syrie, selon vous. Non. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas. Mais donc, concrètement, que fait-on alors? La Libye, justement, ça n'a pas été brillant. Oui, je pense. Mais alors, en Syrie, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vais vous dire, malheureusement, c'est ça le drame, c'est qu'on assiste à un spectacle absolument tragique, ce qui se passe en Syrie, et on paye aussi l'alignement sur les États-Unis. Parce que la seule façon de débloquer l'affaire syrienne, la seule façon sérieuse, si on est entre gens sérieux, et au-delà des sensibleries, parce que tout le monde trouve ça horrible, mais comment on fait? La seule façon, c'est la Russie. La Russie. C'est la Russie qui tient la carte syrienne. Alors, à moins que vous vouliez déclarer la guerre à la Russie, d'ailleurs, c'est pour ça que BHL est couché sous la couverture et sous le tapis, parce que c'est facile de s'attaquer à un faible qu'on a reçu. Bon, voilà. C'est ce que j'appelle la politique du spectacle. Il n'y a pas que la Russie qui tient, puisque la Chine pose également son veto. Oui, mais tout le monde sait en termes géopolitiques que la clé de la Syrie, c'est la Russie. Vous savez que c'est le port de la Russie en Méditerranée. Bon. Donc, là aussi, si on n'avait pas mené cette politique stupide de retour dans l'OTAN, de bouclier antimissile, qui n'a pas de sens. Le bouclier antimissile sur l'Europe occidentale, c'est la fin de notre dissuasion. Et en plus, c'est une menace contre la Russie qui n'a pas de sens. Et c'est faire financer l'industrie américaine de la défense. Bon. Donc, si on avait eu une politique indépendante depuis 5 ans, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on n'aurait pas la même relation avec Poutine et qu'on pourrait, j'en suis convaincu, du moins avoir peut-être, j'en sais rien, mais peut-être, une espérance de se débarrasser de ce tyran qui est en train d'opprimer le peuple syrien. Donc, vous voyez, c'est parce que moi, j'essaye de raisonner en termes de réelle politique. Mais de toute façon... Parce que vous allez envoyer vous allez faire la guerre à la Russie en Syrie? Non. Bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne fait rien. Il ne faut pas rêver. Donc, il faut sortir, parce que là aussi, on est dans la politique spectacle depuis un certain nombre d'années. Le monde, c'est le retour de l'histoire. C'est la réelle politique. C'est un rapport de force. Vous croyez que les Chinois ne sont pas dans un rapport de force prévisible en augmentant leur budget d'armement? Et l'Europe, là, est dans une espèce de confort ouaté, n'a rien compris à ce qui se passe. Donc il faut retrouver le sens de l'histoire. C'est tragique, mais ça veut dire qu'il faut s'y préparer, et il faut tisser des liens, il faut avoir une diplomatie, et essayer de faire partir le chef d'État syrien. Finalement, en ce moment, on ne peut rien faire en Syrie. Sinon, vous ne croyez pas qu'on y serait déjà? C'est triste, mais c'est comme ça. La dernière question de ce thème nous vient de Corinne de Paris. Elle vous demande si vous êtes pour ou contre la sortie du nucléaire. Je ne pense pas que le problème se pose en ces termes. Je pense qu'il faut passer à une nouvelle phase, c'est-à-dire à la 4e génération de centrales et les étudier. Parce qu'on peut beaucoup progresser avec une 4e génération, et je pense qu'il est absurde de vouloir continuer à exploiter des centrales à bout de souffle. Je suis hostile, par exemple, au maintien de Fessenheim, notamment en zone sismique. Je trouve que vouloir faire durer nos centrales comme ça, pour des calculs économiques peut-être à courte vue, me paraît un peu dangereux. Donc j'aimerais avoir une expertise plus indépendante là-dessus. En tout cas, je voudrais qu'on réfléchisse aux coûts, avantages, inconvénients. Deuxième point, je pense qu'il faut développer les énergies renouvelables et savoir investir dessus. Et troisième point, je pense surtout que pour faire tout cela, il ne faut pas confier le nucléaire à des entreprises privées. Ou des entreprises avec de l'actionnariat. Donc je suis pour la nationalisation d'EDF-GDF, qui est prévue dans notre projet, qui est chiffré, de manière à ce que le nucléaire appartienne à la collectivité publique. Et à partir de là, je pense qu'il faut prévoir sur 50 ans une évolution en sifflet, avec une prise en charge d'énergie renouvelable. Voilà. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, avant de clore cette émission, j'aimerais vous faire part de 2 vérifications. Vous avez déclaré que Bernard-Henri Lévy n'a jamais demandé une intervention en Syrie. Or, j'ai dit qu'il était couché, on l'entend pas beaucoup là tout d'un coup. Dans le point du 1er mars, Bernard-Henri Lévy a déclaré qu'il faut maintenant intervenir en Syrie. Eh bien, on va l'envoyer. Et la seconde, vous avez dit qu'il y avait entre 800 et 1000 soldats français en 2007 en Afghanistan, et que Sarkozy en avait envoyé 3500. Précision des vérificateurs, il y avait en réalité 1100 soldats français en 2007 avant que Nicolas Sarkozy ne décide d'en envoyer 2600 supplémentaires. Ça va. Alors, avant de conclure, on a une petite tradition, c'est de poser une question de politique fiction. Vous avez fait mentir tous les sondages et en mai prochain, vous êtes président de la République.
Quel est votre premier voyage diplomatique? Vous qui voulez sortir de l'euro, il va falloir que vous convainquiez vos partenaires européens. Comment vous vous y prenez? Pourquoi irais-je convaincre mes partenaires européens? Mais attendez. Pourquoi cette vassalité? Je n'ai pas à convaincre. Bon, premier point. Pour autant, on est amis. Donc, j'irai probablement en Allemagne, expliquer à Mme Merkel ou à son successeur, enfin ça sera toujours Mme Merkel, Mme Merkel pourquoi il est de l'intérêt de l'Europe d'avoir des monnaies différentes et proposer la monnaie commune, à la différence de la monnaie unique. Et d'ailleurs, je pense que je recevrai un très bon accueil en Allemagne, car les Allemands ont très bien compris que ce système était déjà mort. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils laissent tomber la Grèce. Oh, j'aimerais aller en Grèce, oui, volontiers aussi. Mais je pense que nous avons une relation absolument décisive avec l'Allemagne. La réconciliation, l'équilibre du continent, depuis 6 siècles, même plus, repose sur une entente entre la France et l'Allemagne. La réussite de l'après-guerre a été justement au fait qu'il y avait des hommes d'État qui ont su s'entendre. Et il faut s'entendre. Il y a 2 grands pays en Europe, la France et l'Allemagne, il y a l'Angleterre aussi, qui est une grande nation mais qui est différente. Bon. Et la Russie, bien sûr. Donc, Russie, Allemagne, France, Angleterre, voilà les 4 puissances majeures en Europe. Il faut s'entendre. Il faut donc discuter avec nos amis allemands. Mais vous savez, les Allemands, ils ont très bien compris ce qui se passe. Et ils savent que l'euro n'a pas d'avenir, tel qu'il est aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut mieux anticiper l'effondrement de l'euro et le gérer intelligemment en gardant un système monétaire européen, en gardant un euro monnaie de réserve, et avoir une flexibilité des monnaies qui permet aux économies d'exister, de vivre ensemble, de travailler sur des beaux projets, plutôt que de dire ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, alors que ça ne peut pas marcher économiquement. Voilà. Donc, une visite en Allemagne, parce qu'il faut resserrer les liens avec l'Allemagne, mais sur une base d'égalité, pas de vassalité. Merci, Monsieur Dupont-Aignan. C'est la fin de cette émission, mais le débat pourra se poursuivre en ligne. Vous pourrez intervenir sur la vidéo qui sera sur YouTube. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à cette émission et on remercie également nos partenaires YouTube, Twitter et l'AFP. Merci à vous.